Stevie Wonder, c'est pas juste un homme qui a marqué l'histoire de la musique. Il a réussi à redéfinir la pop, la funk, la soul, et ça tout en ajoutant sa touche bien à lui. Mais ce qui est peut-être le plus fou dans tout ça, c'est qu'il l'a fait sans jamais voir une seule note. Et plutôt que de voir son handicap comme une difficulté, il en a fait une force. Parce qu'il a dû faire face à des obstacles que très peu de gens ont dû surmonter, et pourtant il est devenu l'un des plus grands musiciens de tous les temps, gagnant des tonnes de prix, mais surtout en touchant des millions de cœurs. À travers sa musique, il a capturé des émotions brutes, et il a brisé des barrières en utilisant son talent pour faire passer un message d'amour, d'unité et de paix. À l'approche des années 1950, le Michigan était en pleine métamorphose. La région était devenue le cœur de l'industrie automobile, ce qui lui a valu le nom de Motor City. Grâce à toutes ces voitures qui sortaient des usines comme des petits pains chauds d'un four, le Michigan était l'endroit idéal pour qui cherchait un boulot stable. Des gens de toutes les régions des États-Unis débarquaient, valises en main et des rêves plein la tête pour venir tenter leur chance. Parmi eux, de nombreux Afro-Américains du Sud prenaient la route vers le Nord, animés par l'espoir d'un avenir meilleur. Comme beaucoup, ils étaient en quête de leur propre part du rêve américain, et c'est dans ce contexte que Lula Mae Hardaway et Calvin Judkins, un jeune couple d'origine ghanéenne et fraîchement débarqué de l'Alabama, ont décidé de poser leurs valises à Saginaw, au Michigan. Lula était déjà maman d'un enfant d'une précédente relation, et elle rêvait de vivre son rêve américain. Mais à peine arrivé, le couple a vite compris que cet endroit n'était pas exactement le pays des merveilles qu'ils avaient imaginé. Le Michigan avait toujours connu des tensions raciales et des inégalités. Les communautés afro-américaines faisaient face à des discriminations, à des logements en piteux état et à des conditions de travail souvent très difficiles. La ségrégation raciale restait un problème omniprésent et les quartiers habités par les Noirs étaient souvent négligés par les autorités locales. Et même s'ils avaient déménagé à Saginaw où la population était un peu plus diversifiée avec des immigrants européens, Lula et Calvin ont dû faire face à leur lot de discrimination. Mais malgré ce retour à la réalité, il y a bien un point positif dans cette histoire parce que sur le plan artistique, Saginaw et le Michigan en général n'étaient pas qu'un simple point sur la carte. La ville était en train de se transformer en un véritable centre culturel, surtout en ce qui concerne la musique. La scène musicale connaissait des influences du gospel, du jazz, du blues et de la soul qui résonnaient dans chaque coin de rue. Et des artistes comme Aretha Franklin et Smokey Robinson ont émergé de la région à ce moment-là, et ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'un des labels les plus légendaires allait offrir un tremplin à de nombreux artistes afro-américains. Au fil des années, le couple Lula et Calvin n'ont pas chômé, parce qu'en plus de l'aîné de Lula, ils ont eu deux autres enfants qui ont décidé de faire leur apparition. Le dernier de ces enfants pointe le bout de son nez le 13 mai 1950 et la famille va alors accueillir le petit Steve Land. Malheureusement, sa naissance ne se passera pas comme prévu. Stevie a décidé d'arriver avec un peu d'avance, naissant 6 semaines avant le terme. Et malheureusement, à l'époque, les soins pour les nourrissons prématurés n'étaient pas aussi avancés qu'aujourd'hui. Et les médecins n'avaient pas d'autre choix que de le placer dans un incubateur pour l'aider à survivre. Et c'est précisément ce traitement médical qui allait avoir des conséquences sur le restant de sa vie. L'incubateur dans lequel il a été placé était rempli d'oxygène à forte concentration pour aider les prématurés à respirer. Mais cette haute concentration d'oxygène a provoqué chez Stevie une affection appelée rétinopathie de la prématurité. Et à cause de cette maladie, sa rétine s'est tout doucement décollée. Et en gros, ce traitement qui lui a sauvé la vie l'a aussi rendu non-voyant peu de temps après sa naissance. Quoi qu'il en soit, c'est pas ce qui allait l'empêcher d'avoir une vie heureuse. Et à seulement 4 ans, il allait connaître un autre tournant important dans sa vie. Sa mère, Lula, décide alors qu'il était temps de divorcer de son mari, emmenant ses enfants avec elle à Détroit. La vie n'y est pas facile pour Lula, qui doit élever ses enfants seule, mais malgré ça, elle était déterminée à offrir un meilleur avenir à ses enfants. Et peu de temps plus tard, elle retrouvera le père de son premier enfant. Ensemble, ils donneront naissance à 2 autres enfants, et Stevie grandit comme ça dans une famille recomposée, avec 5 enfants au total. En déménageant à Détroit, sans forcément le vouloir, la mère de Stevie va lui offrir un véritable cadeau, la chance de grandir dans une ville où la musique était omniprésente. Et donc, dès son plus jeune âge, Stevie était comme un poisson dans l'eau. Il s'intéressait beaucoup à la musique et sa mère était une grande source d'inspiration pour lui. Elle l'encourageait à chanter et à exprimer sa créativité à travers la musique. Et même s'il ne pouvait pas voir le monde qui l'entourait, il a rapidement développé un sens extraordinaire pour la musique. Dans son enfance, Stevie est fan de plusieurs artistes, mais particulièrement de Ray Charles et Sam Cooke. Ray Charles était devenu célèbre pour son style unique de fusion de jazz et du blues, et Sam Cooke était tout simplement un pionnier de la soul. Et Ray Charles, en tant que non-voyant, a particulièrement inspiré Stevie par son jeu de piano. Alors à peine capable de marcher, Stevie apprend seul à jouer des instruments, d'abord le piano, puis l'harmonica et même la batterie. En plus de ça, il n'hésite pas à utiliser sa voix. Son intérêt pour la musique s'exprime de manière naturelle, et à 8 ans,
il chante déjà à l'église où il se fait remarquer comme un petit prodige. Tout ça, ça lui a permis de développer sa voix et sa confiance sur scène. C'est aussi à cette époque que Stevie commence à se produire dans les rues animées de Détroit avec un ami, et ensemble ils formaient un petit duo qu'ils appelaient Stevie et John. Leur truc, c'était de chanter sur les coins de rue et de faire des petites performances pendant les fêtes de quartier. On peut réellement dire que pour Stevie, la musique n'était pas seulement une passion, c'était ce qui le rendait réellement heureux. Et même si sa vie n'était pas toujours facile, Stevie grandissait avec une passion et un talent qui allait bientôt éblouir le monde entier. En 1961, à seulement 11 ans, il est temps pour Stevie d'entrer officiellement sur scène. Il a débuté avec sa propre composition intitulée Lonely Boy, un morceau qu'il va jouer devant Ronnie White, un membre du groupe de musique soul nommé The Miracles. Surpris par le talent de ce petit bonhomme, Ronnie White n'hésite pas une seconde, il embarque Stevie et sa mère pour une audition chez Motown. Et là, les choses commencent vraiment à s'emballer. Motown, c'était un label de musique fondé en 1959 par un certain Berry Gordy, et dans les années 60, la maison de disques est devenue le symbole de la musique soul et du R&B. Elle a été la première à faire exploser des artistes noirs sur la scène musicale du grand public, touchant les cœurs et les oreilles des auditeurs de toutes origines. Mais ce qui rendait Motown si spécial, c'était son style unique. Un mélange de gospel, de R&B, de pop et de jazz, porté par les Funk Brothers, un groupe de musiciens qui a joué sur la majorité des hits du label. La Motown créait des chansons qui parlaient d'amour, de joie, de peine et de tout ce qui se passe entre les deux. Mais surtout, cette maison de disques était une véritable école pour les artistes. Berry Gordy ne se contentait pas de découvrir des talents, il les formait entièrement. Les musiciens prenaient des cours de chant, de danse et même de comportement sur scène. Rien n'était laissé au hasard. Et quand le jeune Stevie a poussé les portes de la Motown à l'âge de 11 ans pour passer une audition, Berry Gordy a été immédiatement séduit par la voix puissante et la présence du jeune garçon. Ni une ni deux, Stevie signe un contrat avec le label emblématique et sous l'aile de Clarence Paul, un producteur et compositeur de musique, Stevie adoptera le nom de scène Little Stevie Wonder. Un nom qui a été choisi pour mettre en avant sa jeunesse et son talent et qui jouera un rôle important dans la carrière du jeune artiste. Dès son arrivée chez Motown, la maison de disques a mis en place un système unique pour accompagner le jeune musicien. Conscient que Stevie n'était qu'un enfant, le label a élaboré un contrat de 5 ans qui mettait de côté ses royalties jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans. En attendant, Stevie et sa mère recevaient un soutien financier chaque semaine pour leurs dépenses et le jeune musicien touchait presque $3 par semaine, ce qui équivalait à environ 25 € aujourd'hui. C'était pas grand chose, mais bon, il avait 11 ans. Et grâce à tout ce soutien, Stevie a pu se concentrer sur ce qui comptait vraiment, sa musique, et ça tout en continuant évidemment les devoirs à l'école. Stevie Wonder a alors plongé la tête la première dans l'enregistrement de ses premiers projets, accompagné de celui qui était devenu son mentor, Clarence Paul. Et ensemble, ils ont enregistré son tout premier single officiel. Mais le tout premier album de Stevie sera un hommage aux chansons de Ray Charles, l'un des artistes les plus influents et qui était l'une des plus grandes inspirations de Stevie à l'époque. Me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. Mais même si l'album est surtout composé de reprises de Ray Charles, l'album inclut aussi une pépite originale de Stevie intitulée Sunset. Je veux quand même rappeler, parce que j'ai l'impression qu'on se rend pas bien compte, le gars qui chante, c'est un gamin de 11 ans. Perso, je trouve ça fou. Enfin bref, ce premier projet, même s'il n'a pas fait le tour du monde, franchement pour un début, c'était plutôt pas mal. La même année, le petit Stevie remet ça en sortant un nouvel album, et cette fois, il ne fait pas les choses à moitié. Il nous propose un projet qui présente un mélange de compositions originales et d'instrumentaux, un album de plus qui lui permettra de se familiariser avec le processus de création. Cet album mélange très bien jazz, soul et R&B, ce qui lui permettra de mettre en avant son talent au piano et à l'harmonica. Et à sa sortie, l'album a été salué par la critique, qui voit en lui une maturité artistique impressionnante pour un jeune de son âge. Après la sortie de cet album, il s'inscrit à l'école pour les non-voyants du Michigan, où il continue de développer son talent musical, mais malgré ça, tout n'était pas si simple pour le jeune Stevie. Être un jeune artiste noir et non-voyant dans l'industrie musicale, c'était pas une chose facile. Stevie devait littéralement apprendre à se frayer un chemin dans un univers qu'il ne pouvait pas voir, en se fiant uniquement à ses oreilles et à son instinct. Chaque session d'enregistrement et chaque performance sur scène était comme un saut dans le vide, où il affrontait des défis que la plupart des artistes ne pouvaient même pas imaginer. Et même si aujourd'hui, avec le recul, on se dit que les premiers albums étaient de véritables succès, à l'époque, c'était loin d'être gagné d'avance. Le destin de Stevie était encore très fragile et la moindre fausse note aurait pu tout faire basculer. Il aurait suffi que Berry Gordy lui dise « merci et au revoir »,
Et tout était terminé. Heureusement, Stevie a fini par trouver sa propre signature musicale, son truc qui allait le rendre différent des autres. Et ce n'était à présent qu'une question de temps avant qu'il n'explose les charts américains. D'ailleurs, l'année suivante, à 13 ans, Stevie enregistre Fingertips pendant un concert live, et ce n'était pas juste un petit morceau de plus, c'était le moment où Stevie a littéralement mis tout le monde d'accord. Avec ce morceau, il a démontré sa maîtrise de l'harmonica en atteignant la première place des charts aux États-Unis. Stevie Wonder devient alors le plus jeune artiste à atteindre le numéro 1 sur le Billboard Hot 100, ce qui le propulse sous les projecteurs et marque le début d'une grande carrière. Enfin, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en réalité, ses enregistrements suivants n'ont pas suivi cette lancée. En grande partie à cause du changement de voix de Stevie à l'adolescence, certains dirigeants de la Motown ont même commencé à envisager de mettre fin à son contrat, mais heureusement, tout ne s'est pas arrêté là. Parce que c'est justement là qu'une certaine Sylvia Moy entre en jeu. Sylvia, c'est une auteure-compositrice talentueuse qui était certaine que le petit Stevie pouvait faire une grande carrière. Et elle avait réussi à convaincre Berry Gordy et son équipe de donner une nouvelle chance à Stevie. Du coup, au lieu de dire adieu à sa carrière musicale, Stevie a fait ses débuts au cinéma en faisant des petites apparitions dans des films. Bon, les films en question ne feront pas le tour du monde, mais ça lui fait toujours une expérience de plus. Et Stevie en a profité alors pour abandonner la première partie de son nom de scène, pour en faire simplement Stevie Wonder, simple et efficace. Les années qui suivent vont être plutôt productives pour Stevie, parce qu'il sortira un album quasi tous les ans. Tous ces albums vont solidifier sa réputation et au fil du temps, on voit son style évoluer et prendre en maturité. Mais ce sera que quand il va commencer à travailler avec Sylvia Moy que les choses vont s'accélérer. Parce qu'ensemble, ils vont se lancer dans la création d'un tube qui va littéralement relancer sa carrière. Et on peut dire que Sylvia était vraiment sa bonne étoile, parce que c'est à partir de ce moment-là que sa carrière va prendre de plus en plus d'ampleur, et dans les années 60, Stevie a enchaîné les succès. No need to worry, no need to fear. Ce dernier morceau était une reprise d'une chanson de Bob Dylan qu'il a interprétée avec son mentor Clarence Paul, et on remarque dans sa reprise qu'il y donne beaucoup plus de groove. The answer, my friend, is blowing in the wind. Oh, you know that the answer is blowing in the wind. En plus de ses propres chansons, Stevie a commencé à travailler en tant qu'auteur-compositeur pour d'autres artistes de Motown, notamment pour le groupe de Ronnie White, le chanteur qui avait amené Stevie chez Motown. But ain't too much sadder than the tears of a clown when there's no one around. Cette période propulse Stevie dans une nouvelle dimension, et il s'impose alors comme l'un des artistes les plus talentueux et polyvalents de la Motown. Du coup, en 1968, Stevie va tenter un petit coup de folie en enregistrant un album instrumental de soul et jazz. Mais ce qui est particulier avec cet album, c'est son nom. Parce que, pour ceux qui l'ont remarqué, il s'agit de son nom écrit à l'envers. Malheureusement, cette petite devinette n'a pas fonctionné comme prévu et le projet est passé totalement sous le radar. Un peu dommage pour un chanteur en qui la Motown mettait beaucoup d'espoir. Mais honnêtement, à ce stade, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que Stevie ne se laisse pas démonter aussi facilement. Et à la fin des années 60, il revient en force et enchaîne les tubes. Il nous balance alors des morceaux qu'on connaît tous par cœur, à condition de s'intéresser un minimum à sa musique. Oh, what's in my life? I have someone who needs me. Hey, my Shetty, pretty little one that I adore. You're the only girl my heart beats for. I wish that you were mine.
Mais le prochain titre de Stevie va être le moment décisif où il prend enfin les commandes de sa carrière en produisant son propre hit pour la première fois. Ce morceau, c'est Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Un titre coécrit avec sa mère Lula et sa petite amie de l'époque, Syreeta White. D'ailleurs, c'est sa petite amie qui a balancé le fameux gimmick de la chanson. Ce tube a littéralement explosé les charts en décrochant la 3e place du Billboard Hot 100 et il est largement considéré comme le point de départ de la période où Stevie Wonder a commencé à expérimenter à fond et à prendre de véritables risques artistiques. Finalement, avec le temps, cette chanson est devenue un véritable classique. Même Barack Obama n'a pas pu résister à son groove, l'utilisant comme hymne pour sa campagne présidentielle en 2008. Et Stevie n'arrêtera pas de nous surprendre parce qu'en 1969, il décide de tenter sa chance sur la scène italienne en participant au festival de Sanremo. Et pour ceux qui se posent la question, oui, il chante bien en italien. D'ailleurs, les 3 années suivantes, Stevie ne s'arrête pas en si bon chemin. Il enregistre 4 autres singles et même un album entier en italien. Et ensuite, il s'envole à New York pour se produire au Harlem Cultural Festival, un événement historique souvent surnommé le Black Woodstock qui a attiré des milliers de spectateurs à Harlem. Là-bas, il offrira au public un solo de batterie juste inoubliable. On peut dire que la Motown ne s'est pas seulement contentée de produire la musique de Stevie, elle lui a façonné une image en veillant à ce qu'il soit formé non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que performeur. Il a même suivi des cours pour apprendre à captiver le public et ça se voyait sur scène. Cette attention aux détails a permis à Stevie de devenir un artiste complet et au lieu de se laisser freiner par son handicap, il en a fait une force en s'appuyant sur ses autres sens pour créer une musique inimitable. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne pourra arrêter Stevie Wonder qui était prêt à conquérir le monde de la musique. En septembre 1970, à tout juste 20 ans, Stevie Wonder tombe amoureux de la chanteuse Syreeta Wright. Elle avait commencé comme secrétaire chez Motown, où elle a travaillé avec Stevie Wonder, avant qu'ils décident tous les deux de se marier. Leur relation a évidemment influencé la musique de Stevie, parce qu'ensemble, ils formeront un duo de choc, notamment sur le nouvel album de Stevie. À cette époque, Stevie devient totalement accro au synthétiseur, en grande partie inspiré par les sons futuristes de Tonto's Expanding Headband. Un duo composé de Malcolm Cecil et Robert Margouleff. Le duo avait tout simplement créé le plus grand synthétiseur au monde, et c'est une sorte d'instrument qui génère et modifie des sons en utilisant des circuits électroniques, et le synthétiseur créé par Malcolm et Robert offrait une atmosphère unique qui permettait de créer des sons riches et variés. Et Stevie, il était tellement impressionné par leur synthétiseur qu'il a décidé de l'intégrer dans plusieurs de ses albums. Ensemble, ils ont développé un son qui a propulsé le jeune chanteur vers de nouveaux sommets. Et donc Stevie Wonder et sa femme ont alors commencé à utiliser ce synthétiseur dans leur musique tout en s'attaquant à des problématiques sociales dans leurs chansons. Le seul souci, l'album sort à peu près en même temps qu'un album bien connu de Marvin Gaye. Et les deux disques abordent des thèmes similaires, ce qui a évidemment conduit à des comparaisons. En gros, les deux artistes étaient donc en concurrence directe et l'album de Stevie était jugé comme un peu trop sérieux et prétentieux par rapport à celui de Marvin Gaye. Mais ça importe peu pour Stevie qui se lance alors dans un projet audacieux en écrivant et produisant le tube It's a Shame pour le groupe The Spinners. Et ce sera d'ailleurs l'un des plus grands succès du groupe. It's a shame, the way you mess around with your man. It's a shame, the way you hurt me. Ce sera une manière pour lui d'obtenir plus d'autonomie créative de sa maison de disques. Et finalement, pour célébrer son 21e anniversaire, Stevie décide de faire un grand saut dans l'inconnu en laissant son contrat avec Motown expirer. Il ne voulait plus de cette image de jeune prodige qu'il avait définie. À présent, Stevie était devenu un grand garçon qui n'acceptera plus d'être payé $3 par semaine. Il négocie alors un nouveau contrat avec Motown, mais pas n'importe lequel. Un énorme document qui lui assure des royalties bien plus généreuses. Et en prenant en main la production et l'écriture de la majorité des morceaux, il a développé un son qui reflète sa personnalité. En mars 1972, il fait son grand retour avec l'album Music of My Mind. Les compilations de singles et les reprises, c'était terminé. Et ce sera du coup l'un des premiers albums où il va recevoir une totale liberté artistique. Et croyez-moi, il en a bien profité. Parce que pendant cette période classique de Stevie Wonder, il a vraiment révolutionné le son funk et soul, en grande partie grâce à son utilisation des synthétiseurs. Alors que la musique électronique était encore à ses débuts, il a été l'un des rares à comprendre le potentiel de ces nouveaux instruments.
Et son album a marqué un tournant. Pour la première fois, les synthétiseurs devenaient le cœur de la musique. Cette démarche a totalement transformé le paysage du funk et de la soul. Avec son génie musical, Stevie Wonder a créé un son à la fois chaud et futuriste, un mélange unique qui a eu un impact profond sur toute une génération d'artistes. Et les paroles de cet album explorent des thèmes sociaux, d'amour, de politique et même mystiques. Musicalement, il a commencé à s'amuser avec le overdubbing, une technique qui consiste à ajouter des couches supplémentaires de sons ou d'instruments sur une piste déjà enregistrée. Ça permet d'enrichir la musique en superposant plusieurs instruments ou plusieurs voix. Pour la création de cet album, il a donc à nouveau collaboré avec Malcolm Cecil et Robert Margouleff. Et cet album, nommé Talking Book, sera un véritable bijou qui met en avant plusieurs tubes. On a évidemment le morceau Superstition, qui dénonce la façon dont les gens s'accrochent à des croyances irrationnelles, ce qui finit par les emprisonner et les empêcher d'avancer. L'histoire derrière la chanson est aussi assez intéressante, parce que de base, elle était prévue pour Jeff Beck, un guitariste britannique, mais heureusement, le producteur de Stevie Wonder a insisté pour qu'il la garde et l'enregistre lui-même. Ce morceau est alors devenu un classique indémodable de Stevie Wonder. Mais attention, l'album contient d'autres morceaux très intéressants. Ici, Stevie Wonder nous emmène dans une ballade romantique qui célèbre l'amour, et la métaphore de la chanson compare l'être aimé à une source de lumière qui apporte une sensation de bonheur. La chanson est aussi intéressante parce qu'elle montre bien comment Stevie Wonder arrive à mélanger différents styles musicaux. Il y a des touches de jazz, de soul, de pop et même des éléments de musique latine qui viennent enrichir l'ensemble. On remarque clairement qu'à cette époque, Stevie s'éloigne de l'influence de la Motown. On assiste à une transformation avec un festival de ce qu'il sait faire de mieux, mais avec une touche un peu plus funky. Et pendant que ses chansons atteignent le top des charts américains, Stevie décide de faire un petit tour avec les Rolling Stones pour un peu casser cette image de chanteur R&B qui lui collait à la peau. Après cette tournée avec les Rolling Stones, son album a pris d'assaut les charts américains, mais surtout cet album a brisé les stéréotypes selon lesquels les artistes R&B ne pouvaient pas séduire un public rock. C'était un vrai tournant pour le genre, encore plus pour les artistes de la Motown. The winner is Stevie Wonder! À la cérémonie des Grammy Awards, Stevie a raflé 3 prix pour son album Talking Book, 3 Grammy Awards, dont celui de la meilleure chanson R&B pour Superstition. Ces prix ont souligné l'évolution de Stevie Wonder en tant qu'artiste. Il a été récompensé parce que ses chansons combinaient des mélodies accrocheuses avec des paroles profondes. Et pour se faire encore un peu plus connaître, Stevie Wonder est apparu dans un épisode de Sesame Street en balançant une petite pépite originale. Comme tu peux le voir, à ce moment-là, il était encore complètement matrixé par la musique électronique. Et honnêtement, il ne compte pas s'arrêter là. Il va encore utiliser ce style électronique dans son prochain album, Inner Visions. Et cet album n'est pas comme les autres. Bon, évidemment, l'album contient des classiques de Stevie Wonder, des chansons dans lesquelles il aborde des thèmes sociaux, politiques et personnels. Le morceau Higher Ground est probablement le plus connu de cet album. Et ce qui est particulier, c'est que les paroles abordent le thème de la réincarnation. Et si je te parle de ça, ce n'est pas sans raison. Le 6 août 1973, tout juste 3 jours après la sortie de son tout nouvel album, Stevie Wonder doit se rendre à Greenville, en Caroline du Sud, pour un concert. Mais alors qu'il se repose tranquillement dans la voiture de son ami John Harris, un drame s'apprête à le toucher. Un accident de la route se produit, ce qui va provoquer une collision entre la voiture dans laquelle Stevie se trouvait et un camion chargé de rondins de bois. Un énorme rondin traversera le pare-brise et frappera Stevie en plein visage. À l'arrivée des secours, il est dans un état critique, inconscient et couvert de sang. Les médecins n'ont alors pas eu d'autre choix que de le plonger dans un coma pendant plusieurs jours. Ira Tucker, son ami et directeur de tournée, sera celui qui réussira à faire réagir Stevie pour la première fois. Et dans une interview, il a dit la chose suivante. « Je me souviens d'être arrivé à l'hôpital de Winston-Salem et je ne pouvais même pas le reconnaître. Alors, j'ai pensé que peut-être si je chantais dans son oreille, cela pourrait lui faire quelque chose. La première fois, je n'ai eu aucune réponse, mais le lendemain, je suis revenu. Je me suis penché au-dessus de son oreille et j'ai chanté Higher Ground. Sa main reposait sur mon bras. Et au bout d'un moment, ses doigts ont commencé à bouger au rythme de la chanson. J'ai su à ce moment-là qu'il allait s'en sortir. »
Quand Stevie s'est enfin réveillé, il a découvert qu'il avait perdu en grande partie son sens de l'odorat. Et évidemment, sa plus grande peur était d'avoir perdu ses capacités musicales. Mais heureusement, dès qu'il a posé ses mains sur ses instruments, son visage s'est illuminé et la passion pour la musique lui est immédiatement revenue. Malgré ça, la convalescence de Stevie sera très longue et difficile. Pendant 1 an, il a dû prendre des médicaments et il se fatiguait assez facilement. L'accident changea aussi sa vision des choses. Il remettra même en question le fait qu'il s'agissait d'un simple accident. Dans une interview, Stevie expliquera comment cet incident l'a rendu plus conscient de la chance qu'il avait de vivre. Et il dira même que c'était une seconde chance pour lui, une opportunité de redéfinir sa vie, un peu comme une réincarnation. Bref, c'était plus ou moins ce qu'il racontait dans sa chanson Higher Ground. Encore une fois, l'album de Stevie sera un véritable triomphe, remportant 3 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année. Un prix qu'il a en grande partie obtenu grâce à la profondeur de ses paroles et son mélange de soul, de funk, de jazz et de rock. Et donc, malgré un accident qui aurait pu briser sa carrière, Stevie Wonder a continué à bosser dur. Et en passant son temps entre Los Angeles et New York, il s'apprêtait à créer son nouvel album. Il sera d'ailleurs tellement inspiré qu'il a même envisagé de sortir un double album, mais les dirigeants de la Motown lui ont dit de se calmer un peu. Stevie a finalement cédé en choisissant seulement 10 morceaux, mais pas n'importe lesquels. Right here from the start, and they won't go when I go. Why must it be that you always creep into my dream? Après son grave accident de voiture, Stevie a utilisé cette expérience pour créer un album sincère et réfléchi. Il a abordé des thèmes comme la vie, la mort, l'amour et les questions sociales. Cet album est souvent considéré comme un des points forts de sa période classique, et ça malgré donc le fait qu'il ne met pas totalement de côté la critique sociale dans certains morceaux. Et un de ces morceaux est d'ailleurs une critique de la politique du président de l'époque. We are sick and tired of being your song, telling how you change and right from wrong. 'Cause if you really want to hear our views, you haven't done nothing. Stevie Wonder, qui était surtout connu pour ses chansons d'amour et ses morceaux groovy, a frappé fort avec ce titre. Et évidemment, en recevant un coup de pouce vocal des Jackson 5, ça ne pouvait que fonctionner. Résultat de cet album, pendant la 17e cérémonie des Grammy Awards, Stevie Wonder a raflé 3 récompenses, dont l'album de l'année, ce qu'il a eu pour la 2e année consécutive. Malgré ce succès, Stevie travaille aussi pour d'autres musiciens en parallèle, que ce soit en jouant aux côtés de Paul McCartney ou en produisant le 2e album de sa femme. Mais finalement, pour son prochain album à lui, qui est d'ailleurs l'un de mes préférés, Stevie monte en puissance et crée un des albums les plus importants de sa carrière jusque-là. Just as kindness knows no shame, knows before your joy and pain, and I'll be loving you always. À l'époque, il était déjà devenu une superstar avec une série d'albums légendaires, et celui-ci venait simplement prolonger cette liste. Pourtant, en 1975, la carrière de Stevie Wonder aurait encore une fois pu s'arrêter net. Cette fois pour des raisons différentes, parce que Stevie est en pleine crise existentielle. En octobre de la même année, Stevie Wonder se produit au mythique Wonder Dream Concert à Kingston en Jamaïque. Cette soirée a été portée par Stevie Wonder qui partageait l'affiche avec d'autres musiciens. D'ailleurs, le moment le plus marquant de la soirée sera l'incroyable duo entre Stevie Wonder et un certain Bob Marley. Le but de ce concert était simple, récolter un maximum de fonds qui seront reversés à l'Institut jamaïcain pour les non-voyants. Suite à ça, Stevie se remet donc en question et il envisage alors de tout plaquer et de s'installer dans son pays d'origine, le Ghana, pour aider les enfants en situation de handicap. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais il a finalement changé d'avis. Et après 2 ans d'attente, son prochain album est enfin sorti. Et j'imagine que la proposition de contrat record qu'il a reçue de la Motown l'a motivé à se lancer dans la création de l'album. La magie a alors principalement pris forme dans un studio à Hollywood, où Stevie Wonder a passé des centaines d'heures à peaufiner chaque note. Quand son album est sorti, il a immédiatement atteint la première place du Billboard Pop Album Charts, un exploit rare à l'époque, et aujourd'hui il est considéré comme l'un des plus grands albums de l'histoire de la musique. Ce dernier morceau est devenu l'une des chansons les plus populaires de Stevie Wonder. Il l'avait composé en hommage à sa fille Aisha Morris. Et dès les premières secondes du morceau, on entend un bébé pousser son premier cri, un moment enregistré pendant le véritable accouchement.
touche personnelle qui rend donc la chanson encore plus spéciale. Sur ce titre, Stevie joue pratiquement tous les instruments lui-même, et par la suite, ce classique sera repris par énormément d'artistes au fil du temps et joué par Stevie Wonder lors de grands événements. On est à présent en 1976, et comme Stevie n'avait pas sorti d'album, il était absent des Grammy Awards cette année-là, et ça au grand bonheur des autres prétendants des Grammys. Mais l'année suivante, quand l'album Songs in the Key of Life a été nominé, il était évidemment considéré comme le grand favori. I do thank you, the public, for liking Songs in the Key of Life. As I've said many times before, I'm always thankful. I know exactly what you mean, man. I tell you, the people here in America really love you, Stevie, and we're very happy for you. And do it good, baby. Keep on swinging like you're doing. See you later. Cet album a aussi été l'un des plus grands succès de Stevie Wonder en termes de singles. Par exemple, le premier single nommé I Wish est devenu l'une des chansons les plus samplées par d'autres artistes. Et au fil du temps, cet album est considéré comme l'album signature de Stevie Wonder et l'un des plus grands dans l'histoire de la musique populaire. Même Michael Jackson lui-même l'a reconnu comme l'un de ses albums préférés. Rien que ça. Forcément, quand tout fonctionne aussi bien, il faut le célébrer. Pour célébrer les albums classiques de Stevie Wonder, il a sorti un triple album rétrospectif. L'album offre un voyage dans le temps en proposant tous ses plus grands hits, retraçant l'évolution de Stevie Wonder, de fan de Ray Charles à superstar de la Motown. Il faudra ensuite attendre 1979 pour qu'il revienne avec un nouvel album, et ce projet est différent, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il constitue la bande originale d'un documentaire qui explore la sensibilité des plantes, avec une thématique donc particulière et des chansons envoûtantes. En plus de ça, les morceaux ont été créés avec le Computer Music Melodian, un échantillonneur révolutionnaire pour l'époque. Le vrai défi ici pour Stevie Wonder, c'est de devoir retranscrire tout ce qu'il se passe dans un film à travers la musique, et c'est encore plus un défi quand on ne peut pas voir le film en question. Stevie Wonder, qui est quasiment né non-voyant, a demandé au producteur du film de lui décrire chaque image visuelle en détail. Pendant ce temps-là, l'ingénieur du son précisait la durée de chaque passage, tout ça pour que Stevie Wonder puisse traduire l'essence du film en musique de la meilleure manière possible. Quoi qu'il en soit, avec la sortie de ses albums précédents, qui étaient pour la plupart couronnés d'un tas de Grammy Awards, Stevie savait qu'il ne pouvait pas se louper avec ce projet. Et la Motown aussi en était consciente. Ils ont alors mis en place une stratégie marketing agressive pour promouvoir l'album, et finalement, les premières éditions de l'album étaient parfumées, rendant l'expérience encore un peu plus immersive. Autant dire que tout était au point pour que ce soit un vrai succès. Et même si le documentaire pour lequel il avait créé ses chansons n'a jamais eu une large diffusion, la bande sonore de Stevie Wonder a plutôt bien démarré. Mais malheureusement, ça n'a pas continué sur cette lancée et les ventes ont commencé à s'essouffler. Du coup, pour soutenir l'album, Stevie a entrepris une tournée dans 6 grandes villes, mais malheureusement, là non plus, la magie n'a pas opéré comme prévu. Un premier coup dur pour Stevie, qui depuis plusieurs années n'avait connu que des succès. Quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien au fait qu'en seulement quelques années, il est devenu l'une des figures les plus créatives et novatrices de l'histoire de la musique. Sa période classique a redéfini les genres de la soul et du funk, mélangeant des rythmes funky à des paroles profondes. Mais derrière toutes ces chansons se cache aussi un artiste qui n'a jamais voulu se contenter de simplement divertir, et cette période d'intense créativité a été accompagnée d'une sérieuse prise de conscience. On est le 4 avril 1968, quand le monde apprendra que Martin Luther King s'est fait assassiner. Martin Luther King, c'était l'une des figures les plus importantes du mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains dans les années 1950 et 1960. Il prônait la non-violence et luttait contre la ségrégation raciale et les injustices. Et pour Stevie, qui n'était encore qu'un jeune artiste, Martin Luther King représentait une vraie source d'inspiration. Parce que même si pour lui, il n'y avait aucune différence entre les blancs et les noirs, il a quand même grandi en étant confronté aux inégalités raciales. Du coup, le décès de Martin Luther King va profondément le marquer et va l'inciter à s'engager activement dans le mouvement des droits civiques à son tour. Avec sa notoriété grandissante, il a décidé de ne pas rester simple spectateur et d'utiliser son talent et sa voix pour faire bouger les choses. À cette époque, il n'était pas rare de voir Stevie Wonder participer à des manifestations, des marches pour l'égalité, et il n'a jamais hésité à mettre sa carrière en jeu pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur. Il a donc tout simplement voulu faire quelque chose pour que ça change, pour que la société soit un peu plus juste. Et dans les années 80, il s'est lancé dans un combat qui est devenu l'un des plus symboliques de sa vie, la lutte pour que le jour de Martin Luther King Jr. devienne une fête nationale. Et ce n'était vraiment pas gagné d'avance. Pendant
des années, ce jour n'était pas reconnu officiellement et Stevie Wonder a décidé que cela ne pouvait pas continuer comme ça. Il a mené campagne pendant des années, utilisant les moyens possibles pour attirer l'attention sur cette injustice. En 1980, il a même sorti une chanson intitulée Happy Birthday et ce morceau était une hymne dédiée à Martin Luther King. Avec ce morceau, Stevie a organisé des concerts, des manifestations et il a même recueilli plus de 6 millions de signatures pour soutenir sa cause. Son travail a fini par payer en 1983 parce que Ronald Reagan, le président de l'époque aux États-Unis, a finalement signé la loi faisant du Martin Luther King Day un jour férié national et ce jour est désormais célébré chaque année en janvier. Why is this cause so important to you? It's in my thinking, outside of giving a day to a man who died for the principles of this country, it would be a day for us to reflect upon our responsibility as human beings, as recognizing all of those who have lived and died for the principles of peace and unity and equality for all people. Si en plus de ça on analyse certaines de ses chansons, on remarque que depuis ses débuts, Stevie utilise son talent pour faire passer des messages. Commençons par une chanson qui apparaît sur son 16e album, Living for the City. Quand on écoute cette chanson pour la première fois, on pourrait presque se laisser emporter par la musique sans prêter attention aux paroles. Mais cette chanson, elle nous raconte la dure réalité d'un jeune homme noir qui quitte la campagne avec l'espoir de trouver une vie meilleure en ville. Seulement, il va finalement y découvrir un monde rempli d'injustice et de racisme. Stevie Wonder ne mâchait donc pas ses mots et ce morceau est devenu un cri de colère contre l'injustice raciale. Et puis bien sûr, il y a Pastime Paradise, un vrai chef-d'œuvre dans lequel Stevie critique l'hypocrisie de la société, les gens qui sont trop occupés à rêver d'un paradis passé au lieu de faire face aux vrais problèmes du présent. Of ignorance, so dispraise. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Et si ce morceau vous rappelle quelque chose, c'est normal. Il a été samplé par Coolio pour son tube Gangsta Paradise dans les années 90, ce qui prouve que le message de Stevie Wonder est intemporel et continue de résonner des décennies plus tard. Même si le contexte et le message des deux chansons est très différent, elles explorent tous les deux des thèmes de lutte pour un avenir meilleur et à une prise de conscience sur la société. De cette façon, Stevie Wonder n'a pas seulement changé l'industrie musicale, il a aussi contribué à son échelle de changer le monde. Il a prouvé que les artistes ont un rôle à jouer dans la société, qu'ils peuvent se lever, dénoncer des injustices et inspirer des millions de personnes à suivre leur exemple. C'est un véritable porte-parole des opprimés, un militant qui nous rappelle que la musique, c'est bien plus qu'un divertissement et c'est ce qui fait de lui bien plus qu'un simple musicien. C'est dans un contexte où Stevie Wonder a déjà tout raflé qu'il fait son entrée dans les années 80. Et il commence fort en écrivant et produisant un hit pour Jermaine Jackson. Puis il revient encore plus fort avec Hotter Than July, un album qui deviendra célèbre entre autres pour sa chanson Happy Birthday, la chanson qui lui avait servi pour sa campagne sur Martin Luther King. Mais cet album ne se limite pas à de la politique, il contient aussi d'autres tubes. Par exemple, le morceau Master Blaster, qui est un hommage à Bob Marley et à l'esprit du reggae, est devenu l'un des titres les plus célèbres sur l'album. La
chanson célèbre la paix, l'unité et la résistance à l'oppression, et musicalement, la chanson fusionne le style reggae avec des éléments caractéristiques du funk et de la soul de Stevie Wonder, contrairement à d'autres chansons sur l'album plus douces et touchantes. I hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. Dans ce titre, Stevie nous sort le grand jeu, que ce soit au niveau de la voix ou de la mélodie. Et puis, fast forward en 1982, Stevie frappe un grand coup avec une compilation légendaire. On y trouve pas moins de 11 singles qui ont littéralement inondé les classements du Billboard. There is superstition. It's all your fault. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. I like to beg it, but you're just too fast for me. I like to make love to you. You can make me scream. Mais évidemment, toutes ces chansons, il les sort dans une version légèrement différente de celle des albums. Et en plus de ces gros tubes, il a aussi ajouté plusieurs titres inédits. Girl, do I do what you do when I do my love to you? That girl thinks that she's so bad. She'll change my tears to joy from sad. Et la prochaine chose sur la liste de Stevie sera une collaboration historique avec un certain Paul McCartney. Les deux géants de la musique ont alors créé une hymne à l'harmonie raciale. Ebony and ivory live together in perfect harmony. Le single a explosé sur les charts en atteignant la première place aux États-Unis et au Royaume-Uni et devenant l'un des titres les plus vendus de l'année. Et pour cette chanson, la politique fera à nouveau irruption dans le monde de la musique. En 1985, alors qu'il est récompensé une fois de plus aux Grammy Awards, Stevie Wonder fera un petit discours qui fera énormément parler. I would like to accept this award in the name of Nelson Mandela. Au moment de son discours, l'Afrique du Sud était en plein apartheid, les gens étaient séparés par leur couleur de peau, avec les blancs ayant tous les premiers rôles. Les populations noires et métisses étaient alors obligées de vivre selon des règles injustes, et Nelson Mandela, qui avait vécu dans ce contexte, s'était toujours battu pour lutter contre l'apartheid. Mais à cause de ça, en 1962, il sera arrêté et condamné à la prison à vie pour ses activités politiques. Et du coup, en soutenant Nelson Mandela qui se trouve en prison dans son discours, Stevie Wonder s'est fâché avec la compagnie de radio et de télévision d'Afrique du Sud, qui a alors décidé de bannir la chanson de Stevie Wonder. Et c'est aussi pendant cette période que Stevie rencontre un certain Raymond Kurzweil. Bon, on va l'appeler Raymond. Et ce gars, c'est un inventeur et informaticien surtout connu pour ses travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies d'assistance. À ce moment-là, Stevie Wonder cherchait des outils pour l'aider à composer et produire de la musique de manière plus autonome. Et coup de chance, à cette époque, l'inventeur travaillait sur un projet qui serait révolutionnaire. La création d'un synthétiseur capable d'imiter le son de véritables instruments comme le piano. Cette machine s'appelait le K250 et Stevie Wonder a joué un rôle important dans la création de ce synthétiseur. Les deux hommes se sont alors liés d'amitié et ont collaboré pour créer un outil qui allait ouvrir de nouvelles portes pour les musiciens malvoyants du monde entier. En 1984, Stevie revient avec la bande originale de la comédie romantique The Woman in Red et cet album contient un tube que tout le monde connaît. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. Une mélodie et une phrase qui semblent assez simples, mais qui va vite devenir un énorme succès mondial. Le titre grimpe tout en haut des charts dans 19 pays et se permet même de remporter à la fois un Golden Globe et un Oscar pour la meilleure chanson originale. Dans cette chanson, Stevie décrit un coup de téléphone qu'il passe pour déclarer son amour sans raison particulière. C'est cette simplicité qui donne un côté universel et intemporel à la chanson. Et au-delà de son succès commercial, ce morceau est devenu un classique de la pop, mais malheureusement, ce morceau a aussi apporté un différend entre Stevie Wonder et ses anciens collaborateurs par rapport aux droits d'auteur de la chanson. Lee Garrett et Lloyd Chiat, les anciens partenaires d'écriture de Stevie Wonder, affirmaient avoir coécrit la chanson. Mais après une bataille judiciaire, c'est finalement Stevie Wonder qui a été reconnu comme l'auteur légitime. Par la suite, ce titre a été samplé et repris par énormément d'artistes, mais contrairement à ce qu'on peut croire, ce ne sera pas le seul single sur l'album qui fera
fera parler. Et l'une de ses autres chansons se distingue par son message fort. Picks up that bottle of gin, drinks like there's no tomorrow, and decides to take a spin. Oh, don't drive drunk. Ce titre était un véritable cri du cœur contre un fléau qui touche des millions de vies, la conduite en état d'ivresse. Et il s'inscrivait dans une grande campagne qui rappelait à tous l'importance de rester sobre au volant. Mais ce qui rend ce morceau encore plus spécial, c'est l'histoire personnelle qui se cache derrière. À l'âge de 15 ans, Stevie a été impliqué dans un accident tragique quand la voiture de ses parents a été heurtée par un conducteur ivre. Cet événement a marqué le jeune Stevie, qui s'est alors promis d'utiliser son talent pour la musique pour sensibiliser le monde entier à cette cause. En 1985, alors que Stevie Wonder fête ses 35 ans, il ne se contente pas de les fêter comme n'importe qui d'autre. Lui, il sera alors honoré pour son engagement contre le racisme en Afrique du Sud, prouvant une fois de plus que son influence dépasse largement les frontières de la musique. Nous voilà maintenant en 1986, et Stevie Wonder est sur le point de faire vibrer le monde avec son nouvel album. D'abord avec la chanson Part-Time Lover, il nous livre un tube qui a le rythme parfait pour renflammer les pistes de danse. I've got something that I must tell. Last night someone rang our doorbell and it was not you, my part-time lover. Mais Stevie ne s'arrête pas là. Il joue aussi sur la corde sensible avec des ballades douces et émouvantes. And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved, over me. À cette époque, Stevie Wonder est partout, avec son harmonica qu'il brandit à la moindre occasion. Il est d'ailleurs derrière certains hits très connus. Mais tout en enchaînant les succès, Stevie reste fidèle à ses valeurs et continue de s'investir dans des causes caritatives. D'ailleurs, il participera à l'un des plus grands événements de solidarité au monde, prouvant une fois de plus que la musique est beaucoup plus qu'un simple divertissement. En 1985, Stevie Wonder se retrouve au cœur du plus gros featuring de tous les temps et surtout un des projets musicaux les plus emblématiques de l'époque. It's true, we make a better day, just you and me, yeah. We are the world. Il va alors enregistrer un single caritatif écrit par Michael Jackson et Lionel Richie et produit par Quincy Jones, et tout ça aux côtés des plus grandes stars de l'époque. Ce single ne fera pas seulement un petit succès parce que les ventes vont dépasser les 20 millions d'exemplaires, le classant parmi les singles les plus vendus de tous les temps, et l'objectif est simple, créer une hymne mondiale pour collecter des fonds et sensibiliser à la famine. Et donc Stevie, avec sa générosité légendaire, n'a pas hésité une seconde à s'engager dans ce projet. L'année suivante, il remet ça, cette fois avec un nouveau titre dédié à la lutte contre le sida. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. Et en 1987, il collabore à nouveau avec le roi de la pop, Michael Jackson. Stevie est alors invité à prêter sa voix sur son prochain album, Bad. I tried to hide this affair from their suspicion. Après ça, Michael Jackson lui rendra l'appareil en rejoignant Stevie sur le morceau Get It, extrait du 21e album de Stevie Wonder. Baby girl, such a hungry and gives love to me, yeah. What? Something that Barbara brings, fancy cars will make a big impression. Et même si, bizarrement, ce titre ne fera pas exploser les charts comme prévu, il n'en reste pas moins un moment fort pour les fans des deux artistes. Et Michael Jackson aussi semble avoir adoré cette collaboration. Stevie Wonder is, God, I've learned so much from him by just sitting in on his sessions and talking to him and listening to, he's phenomenal. Bref, entre collaborations légendaires, hits mondiaux et engagement social, Stevie Wonder, dans ces années-là, c'est plus qu'une superstar. Il est un véritable touche-à-tout musical, un pionnier de la technologie en musique, mais par-dessus tout, un artiste au grand cœur.
On est à présent au début des années 90. Stevie Wonder ralentit un peu le rythme de ses sorties musicales, mais il n'a pas pour autant dit son dernier mot. En 1991, il s'attaque à la bande originale du film Jungle Fever de Spike Lee, un projet audacieux qui lui permet de s'exprimer à travers des titres vraiment intéressants. Direction l'Afrique, et plus précisément le Ghana, où il participe au Panafest, un festival international de musique. Là-bas, Stevie tombe littéralement sous le charme du pays et de sa culture, et cette visite le marque tellement qu'il aura envie de s'installer là-bas. D'ailleurs, pour son 74e anniversaire, Stevie Wonder recevra la citoyenneté ghanéenne du président en personne. Cette connexion à l'Afrique va influencer plusieurs de ses compositions, notamment celle de l'album Conversation Piece, sorti en 1995. Cet album marque le grand retour de Stevie Wonder après plusieurs années de silence. Il aborde des thèmes sociaux et politiques comme la paix, la justice et les inégalités raciales dans un contexte musical qui mélange soul, funk, R&B, pop et jazz. Même si l'album n'a pas connu le succès de ses classiques des années 70, il a été salué par la critique et a remporté 2 Grammy Awards. Tout ça avant de revenir avec Natural Wonder, un album live enregistré au Japon et en Israël. Cet album mélange ses grands classiques et quelques morceaux moins connus. C'est en quelque sorte une belle célébration de sa carrière qui met en lumière sa maîtrise vocale en direct. Et à partir de là, il va se calmer sur les albums. En même temps, il a bien mérité sa retraite après autant de projets. Pourtant, les autres artistes veulent toujours collaborer avec lui. Et en 1997, Stevie va recevoir une proposition assez particulière. Babyface, un producteur et chanteur de R&B qui enchaîne les hits à cette époque, va le contacter pour lui partager l'idée qu'il a en tête. Une collaboration sur un thème qui ne laisse personne indifférent, les violences domestiques. Stevie, toujours prêt à utiliser sa musique pour des causes qui comptent, est immédiatement partant, et ensemble, ils créent alors une chanson puissante qui n'est pas là pour faire danser, mais plutôt pour faire réfléchir. Stevie et Babyface chantent pour toutes ces personnes qui souffrent en silence. Et du point de vue de Stevie, c'est bien plus qu'une simple chanson. C'est une manière de sensibiliser le public à un problème bien trop souvent ignoré. Stevie a toujours cru que la musique avait ce pouvoir de changer les choses, et avec ce morceau, il le prouve une fois de plus. Et en 1999, Stevie entre encore un peu plus dans l'histoire des grands artistes, en montant sur scène pour le Super Bowl, un show vu par plus de 120 millions de téléspectateurs. On arrive comme ça à l'année 2000. Stevie Wonder prouve alors encore une fois qu'il est loin d'être en mode retraite. Il collabore à nouveau avec Spike Lee pour la bande-son d'un film en y ajoutant 2 nouvelles pépites. And you agree, we have been a misrepresented people, but that was some years ago, when we had more hope than money. Comme je le disais, à ce stade, Stevie est un peu plus discret. Mais malgré ça, il enchaîne tout de même quelques apparitions, des concerts ici et là, et il faudra attendre l'année 2005 pour le voir sortir un nouvel album. Un projet assez spécial parce que c'était son tout premier album studio après une longue pause de 10 ans. Tout le monde s'attendait alors à quelque chose d'énorme vu le temps qu'il avait pris pour le sortir, et le projet est globalement dans la lignée du Stevie des années 70, mais avec un petit côté moderne. Il reste fidèle à ses thèmes habituels, l'amour, la paix, les problèmes sociaux et les questions spirituelles. Bref, c'est du pur Stevie Wonder. Mais le single phare de l'album, c'est du funk à l'ancienne avec une bonne dose d'énergie. Cette chanson a d'ailleurs été reprise par le rappeur Q-Tip qui en a fait un morceau tout aussi intéressant. L'album dans son ensemble n'a pas eu le même impact que ses classiques comme Songs in the Key of Life, mais il reste fidèle à ce qu'il sait faire de mieux. Un message positif, des mélodies catchy et toujours un groove impeccable. Pour autant, certaines critiques à l'époque trouvaient qu'il ne se réinventait pas beaucoup, qu'il restait dans sa zone de confort, mais en même temps, c'est aussi pour ça qu'on aime Stevie, pour son style unique et intemporel. Et puis, en 2006, il reviendra avec une vraie surprise. Stevie débarque alors sur l'album The Big Bang de Busta Rhymes. Là, il nous sort un refrain rempli de soul et fait même un petit tour de magie au piano qui est notamment produit par un certain Dr. Dre.
Like them Cadillacs with sunroofs, man. So many ways to make a dollar. Sometimes I think about my father. Et comme si tout ça n'était pas assez fou, cette même année, Stevie collabore avec Snoop Dogg sur Conversation. When you feel your life too hard, just go have a talk with God. Il s'agit en fait d'un remake d'une chanson très importante pour Stevie, Have a Talk with God. Le morceau est vraiment une conversation où le point de vue plus street de Snoop se mélange avec la sagesse et la spiritualité de Stevie. C'était une collaboration assez intéressante, surtout du point de vue de Stevie Wonder, parce qu'en gros, ça lui permettait de revisiter l'un de ses morceaux les plus personnels, mais dans un contexte hip-hop moderne. D'ailleurs, en 2015, ils remettront ça, accompagné cette fois de Pharrell Williams pour le morceau California Roll. Baby, you can be a movie star. Hey, get yourself a medical card. Yeah. À cette période, Stevie s'ouvre beaucoup plus à d'autres genres musicaux. Ensuite, Stevie Wonder s'est à nouveau présenté sur la scène du Super Bowl, et cette fois carrément pour interpréter un medley de ses plus grands succès. On arrive alors en 2009, une année un peu spéciale parce que cette année-là, l'industrie musicale va perdre son roi de la pop, Michael Jackson. Ses funérailles offriront des moments très émouvants, dont un morceau en live de Stevie. You said you would be the light in the autumn. Said you'd be the one to lead the way. La chanson en question provient de son album Where I'm Coming From, et c'est une ballade sur la perte et la déception amoureuse et qui utilise la métaphore des saisons. La chanson exprime la douleur d'une perte inattendue, symbolisée par l'été, une période censée être heureuse et florissante. Étant considérée comme l'une de ses œuvres les plus personnelles, elle a été reprise par d'autres artistes, notamment par Michael Jackson lui-même. Mais Stevie chantera aussi pendant les funérailles d'autres légendes de la musique comme Whitney Houston ou encore Aretha Franklin. Et depuis lors, Stevie a continué de collaborer avec d'autres artistes allant de Céline Dion à Travis Scott. Mais le grand tournant est venu en 2020 quand Stevie a annoncé qu'il lançait son propre label, So What the Fuzz Records, un nom qui provient de la chanson So What the Fuzz. Il a lancé ce label pour pouvoir contrôler la production et la distribution de ses œuvres plutôt que de devoir dépendre d'une autre maison de disques. Et même s'il n'a pas sorti beaucoup de projets via ce label, c'est surtout un moyen d'affirmer son indépendance et sa créativité. Et donc pour la première fois, il sortait sa musique seul, ce qui lui a permis de sortir des morceaux encore plus engagés. I say, not enough to make a change. You say, just to hold on. I say, no way, 'cause we can't put it in the hands of fate. Et après une longue période de repos, Stevie finit par revenir en 2024 avec une chanson qui suggère une réflexion sur la division sociale et politique des États-Unis. Can we fix our nation's broken hearts? Are we brave enough to try? Mais ce que peu de gens savent sur Stevie Wonder, en dehors de sa musique, c'est qu'énormément de rumeurs ont circulé à son sujet. Certaines disant même qu'il ne serait peut-être pas aussi malvoyant qu'on pourrait le croire. Cette théorie qu'il dit qu'il pourrait bel et bien voir a intrigué de nombreuses personnes et a été alimentée par des célébrités qui affirment avoir vu des comportements surprenants de la part du chanteur. Le basketteur Shaquille O'Neal, par exemple, raconte que Stevie l'aurait reconnu et salué dans un hall d'entrée avant d'appuyer lui-même sur le bouton d'ascenseur. I'm coming through the lobby. Door opens. It's Stevie Wonder. He comes in, says, "What's up, Shaq?" Presses the button. Oh, it's true story. Presses the button, gets off on the floor, by himself, goes to his room. Steve Harvey et Lionel Richie partagent aussi des histoires dans lesquelles Stevie aurait montré des capacités surprenantes pour quelqu'un censé être aveugle. I get a phone call. It's Stevie Wonder. I say, "Yo, Stevie, where you at, man? You supposed to be here." Now I'm on 19th floor on Wilshire doing my radio show. I say, "Stevie, where you at?" He said, "I'm here, man. I'm just pulling up." I said, "Mother, you can't drive." He said, "Oh, yes, I can. Look out the window." This mother was in my new truck with the windows down, and it was moving real slow, and the mother
was waving. D'autres moments amplifient ce mystère. Pendant un concert, Stevie aurait attrapé un pied de micro qui tombait, un geste qui laisse certains sceptiques se demander s'il possède une perception visuelle. Malgré tout ça, il est peu probable que ces histoires soient autre chose que des moments où Stevie s'amuse de son image. Certains soutiennent que l'idée même de douter de lui à ce sujet pourrait être un manque de respect envers lui et envers son parcours, et personnellement, je ne crois pas une seule seconde que Stevie Wonder ne soit pas malvoyant. En plus de ça, la seule raison qui me viendrait à l'esprit pour que Wonder fasse semblant d'être non-voyant serait pour devenir célèbre plus rapidement. Mais si on regarde le début de sa carrière, Wonder était un chanteur, pianiste et auteur-compositeur incroyablement talentueux, et ça à 11 ans déjà. Il était un véritable prodige qui n'avait absolument pas besoin d'un stratagème pour attirer l'attention. Et d'après ce qu'on retrouve sur internet, il semble simplement que Stevie Wonder s'amuse et préfère jouer la carte de l'humour en parlant de son handicap. Il n'y a qu'à regarder ce clip où Stevie Wonder et Steve Harvey chantent ensemble devant un public en folie. If you're gonna sing my song, you better put down some cash. Cause you will in trouble. Cause you see a blind man beat you. You think I'm gonna sorry just cause you are blind? I don't give a damn. I'll still kick your behind. If you ever think that you can beat me up, you better pray. Because I will beat Steve Harvey's ass into yesterday. Careful what you're saying, I still might slap you. I don't care what they say, I do what I want to do. I don't want you to think that there's no skin to your head. Just because you're blind, I still stand by what I just said. You have never got a whipping with a blind cane. I guarantee it will drive you about insane. Au final, qu'il puisse voir ou non, cela n'enlève rien à son génie musical et à son influence culturelle indélébile. Stevie Wonder a laissé une empreinte énorme sur le monde de la musique, son travail a inspiré des tonnes d'artistes et continue de toucher le cœur des fans à travers le monde. Mais malheureusement, au fil des décennies, des cœurs, il en a aussi brisé quelques-uns. En parallèle à cette carrière incroyable, Stevie Wonder est aussi un homme de famille. Et si tout au long de sa carrière, il était très fidèle à ses principes, certaines rumeurs ont couru, disant qu'il l'était un peu moins avec les femmes de sa vie. Il a connu pas mal de relations, dont 3 mariages, chacun avec des hauts et des bas. Son tout premier mariage, c'était avec la chanteuse Syreeta Wright, et malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Par contre, musicalement, ils ont largement marqué la soul des années 70. D'ailleurs, ils ont continué à bosser ensemble après leur divorce. Ensuite, il a été marié à Kai Millard, une styliste talentueuse, et le couple s'est marié en 2001 pour se séparer 8 ans plus tard. Plus récemment, en 2017, il s'est marié avec Tomika Robin Bracey, et cette dernière femme, bien plus jeune que lui, est restée en grande partie à l'abri des projecteurs. Avant leur mariage, Tomika et Stevie étaient en couple depuis plusieurs années et avaient déjà eu 2 enfants ensemble, et en tout, Stevie Wonder a 9 enfants, issus d'au moins 5 relations différentes. Et même avec un emploi du temps monstrueux, il a toujours essayé d'être là pour eux, les emmenant parfois en tournée ou en studio, histoire de partager du temps avec eux et de leur transmettre ses valeurs. Au fil des décennies, Stevie a révolutionné le son de la pop, du funk et de la soul, et ses albums sont devenus des références absolues dans l'industrie musicale. Des artistes comme Quincy Jones, Elton John, Beyoncé et bien d'autres ont parlé de Stevie comme d'une source d'inspiration, parce qu'au-delà des notes, il y a le message, et son message est simple: l'amour, la paix et l'unité. Sa musique véhicule des émotions pures, mais elle appelle aussi à un monde plus juste et plus solidaire. Il a utilisé sa musique comme une arme pacifique, une manière de connecter les gens au-delà des frontières et des différences. Ses chansons et sa voix font partie des plus reconnaissables, et quand on parle de Stevie Wonder, on parle évidemment aussi de récompenses, et croyez-moi, il a les chiffres pour le prouver. En tout, il a remporté 25 Grammy Awards au cours de sa carrière, ce qui fait de lui l'un des artistes les plus récompensés de l'histoire des Grammy. Mais plus que les récompenses, c'est l'impact culturel et
humain de sa musique, qui reste son plus grand accomplissement, il a apporté une profondeur émotionnelle, une conscience sociale et une richesse musicale que peu d'artistes ont égalée. Et sa période classique est souvent décrite comme la plus grande période de créativité continue dans l'histoire de la musique populaire. Il a ouvert des portes pour d'autres artistes afro-américains et pour des artistes atteints d'un handicap, montrant qu'on peut avoir du succès, peu importe les difficultés qu'on connaît. Et dans ce domaine-là, Stevie, c'est vraiment l'exemple par excellence. Il n'a jamais considéré son handicap comme une faiblesse, au contraire, il en a fait une force. Il a appris très tôt à s'adapter, à sentir la musique, à la comprendre d'une manière que peu de gens le peuvent, et c'est en grande partie cette particularité qui a rendu sa musique aussi unique. Personnellement, Stevie Wonder fait clairement partie de mes artistes favoris. Sa musique est intemporelle et peut s'écouter tout le temps. Et certaines de ses chansons m'ont clairement donné une claque. Alors j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo autant que j'ai aimé la faire. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Et si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, à t'abonner et à activer la cloche. Ça permet réellement de soutenir et de faire avancer la chaîne. Alors merci beaucoup à ceux qui le font. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire.